Bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 30 octobre 2025 et nos chers amis Richard DeWolf et Michael Hudson sont de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau. C'est bon d'être de retour. Commençons avec vous, Michael. Quelle est votre compréhension de la rencontre entre les deux présidents, Xi Jinping et Donald Trump? Avant d'en parler, laissez-moi vous montrer un extrait où ils se rencontrent et se serrent la main. Cela donne une idée du ton et de l'atmosphère sur place. Ravi de te revoir. Ravi de te revoir. Moi aussi. Et nous allons avoir une réunion très réussie, je n'en doute pas. Mais c'est un négociateur très coriace. Ce n'est pas bon. Nous nous connaissons bien. On peut voir dans les yeux de Donald Trump une sorte de, je ne sais pas, déception. Il ne peut pas saluer Xi comme il le voudrait, et il n'obtient pas la réaction qu'il espérait de la part de Xi. Alors, quelle est ton impression, Michael, de cette rencontre? L'as-tu trouvée positive, négative, ou quelque part entre les deux? Qu'est-ce qui est positif? C'est positif que la Chine ait résisté à céder, contrairement au Japon et à la Corée, qui se sont totalement pliés aux exigences de Trump. Vous remarquerez dans l'extrait que vous venez de montrer que dès que Trump a posé la main sur le dos de Xi, Xi s'est redressé un peu et a affiché ce sourire figé. On pouvait le voir, cela racontait l'histoire à lui seul. Toute la préparation menant à cela visait à faire de cette rencontre un moment positif. Et je pense que la Chine a tout orchestré pour éviter que Trump ne se mette en colère et pour le laisser faire ce qu'il fait d'habitude, déclarer la réunion comme un grand succès. Et en effet, après la rencontre, Trump a dit que sur une échelle de 1 à 10, c'était un 12. Eh bien, qu'a fait la Chine? Quand je regarde ce qui semble en être ressorti, ce n'était pas du tout un grand succès. Cela n'a pas vraiment fait avancer les choses. En fait, les plans des États-Unis ont été rejetés. Mais Xi avait en quelque sorte permis à Trump d'obtenir ce qu'il voulait vraiment. Une opération de relations publiques. Une belle photo illustrant une augmentation des achats de soja. Bon, ce n'est pas la saison des récoltes au Brésil, c'est la saison des récoltes en Amérique. 3 grands navires vont transporter du soja afin que Trump puisse dire « Regardez, agriculteurs, j'ai fait quelque chose pour vous ». Et il y a quelques autres éléments de modestes concessions faites par la Chine qui sont très marginales. Ce sont des concessions qui n'étaient pas vraiment un sacrifice. Mais ce que Trump voulait, c'était essentiellement ce que l'Amérique a exigé de la Russie. Instaurons un cessez-le-feu. Et par cessez-le-feu, il entendait « Revenons à la situation d'avant les tarifs douaniers ». Ils n'ont pas fonctionné. Il s'est rendu compte qu'au lieu d'isoler la Chine, ces tarifs avaient isolé les États-Unis de la Chine. Il a donc dit « Revenons en arrière, je supprimerai les tarifs et nous rétablirons les choses comme avant ». La réponse de la Chine a été « Beaucoup de choses se sont passées depuis que vous avez imposé ces tarifs. Par exemple, nous avons fait un effet miroir. Nous avons adopté votre idée selon laquelle la sécurité nationale doit réellement jouer un rôle dans notre politique commerciale. » Et nous avons imposé des restrictions liées à la sécurité nationale sur nos exportations de matières premières, le gallium et d'autres éléments, afin de ne rien exporter qui puisse être utilisé par votre armée. Absolument rien. Rien n'a été discuté à ce sujet. Trump dit qu'ils vont assouplir certaines de leurs exportations de terres rares. Mais il s'avère que selon des rapports de Bloomberg et d'autres sources, la Chine a déclaré « Oui, nous allons assouplir nos exportations de ce dont vous avez besoin pour les terres rares. Mais vous devrez assouplir vos contrôles. Premièrement, vous devrez lever vos restrictions sur certaines entreprises désignées en Chine.
Votre liste comprend des entreprises avec lesquelles les Américains ne peuvent ni commercer, ni importer de produits. Des entreprises comme Nexperia, aux Pays-Bas, que le gouvernement néerlandais a confisquées à la Chine à la demande des États-Unis. Cette décision a paralysé l'industrie automobile et celle des batteries pour voitures, de l'Allemagne au reste de l'Europe. Et les États-Unis devront lever leurs restrictions sur l'exportation de puces informatiques haut de gamme de NVIDIA, les plus performantes. Actuellement, ils ne peuvent exporter que les puces bas de gamme, non compétitives, et les Chinois ont déjà réduit le marché de NVIDIA, je crois, d'environ 75% en produisant les leurs. Ainsi, les conditions de tous ces beaux accords dont Trump a parlé ne seront pas remplies par les États-Unis, car il s'est entouré de faucons anti-Chine. Il n'allait rien accepter. Donc Trump a fait la plupart des interventions et Xi affichait simplement son habituel sourire énigmatique. Ensuite, il n'a été fait aucune mention d'un accord sur TikTok. Aucune mention du tout, si ce n'est que les États-Unis réduiraient les droits de douane en échange de l'engagement de la Chine à ne pas vendre de substances pouvant servir à fabriquer du fentanyl. Mais l'industrie pharmaceutique américaine dépend de la Chine pour ses exportations de produits chimiques et pharmaceutiques, tout comme l'industrie informatique américaine dépend des terres rares. Il est donc très peu probable que la Chine ait eu à céder quoi que ce soit. Il y aura peut-être une ou deux substances concernées, mais elle continuera à dominer complètement le marché américain et la dépendance des États-Unis envers la Chine perdurera. Donc la Chine n'a rien donné. D'habitude, il y a un protocole d'accord, mais ce n'est pas vraiment une promesse, car les accords doivent être signés, approuvés par le Congrès et passer par un long processus politique. Aucun accord du tout, rien. Seulement Trump qui dit que la réunion s'est bien passée. Eh bien, il dit toujours que la réunion s'est bien passée. Et lorsqu'un communiqué de presse est publié à propos de la réunion, la version américaine est très différente de celle diffusée par l'autre partie, que ce soit la Russie, la Chine ou un autre pays. Donc la Chine est restée silencieuse et rien n'indique qu'elle ait cédé quoi que ce soit. C'est un peu le dénominateur commun des réunions de Trump. Le Dow Jones est en hausse, comme tous les jours. Nvidia dit « Oh, c'est formidable, nos actions montent, nous allons vendre davantage à la Chine. » Mais elle a aussi déclaré « Nous avons besoin du marché chinois. » Si Trump ne nous permet pas de vendre les puces les plus performantes et les plus avancées à la Chine, alors nous n'aurons pas l'argent nécessaire pour investir dans la recherche et le développement afin de garder notre avance, et nous serons dépassés. C'est ce qu'a déclaré hier le directeur de NVIDIA lors de la réunion. Il semble donc que la Chine ait maintenu son contrôle. Elle n'a en réalité rien concédé, à part quelques concessions marginales. Des choses qui paraissent positives, comme le soja et les médicaments. Je ne pense pas que les États-Unis, ni même l'Europe d'ailleurs, lèveront les sanctions sur l'achat par la Chine de machines néerlandaises de gravure de puces. Et il est probable qu'ils ne feront rien non plus concernant Nexperia. Les Allemands ont dit qu'ils étaient prêts à laisser leur industrie automobile se réduire et à s'en accommoder, comme ils le font souvent. Voilà donc la situation. Et je pense que c'est une victoire pour la Chine qui a résisté au type de capitulation que la Corée et le Japon ont accepté. Richard, qu'en penses-tu? Eh bien, d'après ce que je lis de l'histoire de ce genre de pays et d'accords, même lorsqu'ils passent par le processus politique et deviennent soi-disant légitimes, contraignants et tout le reste, ils possèdent toujours deux caractéristiques que les gens oublient. La première, c'est que le monde est fini et que tout change. Donc, tout ce sur quoi on s'accorde aujourd'hui peut être désaccordé d'une manière ou d'une autre demain. La seconde,
c'est qu'il existe toujours des accords tacites qui coexistent avec ce qui est dit ou écrit dans les communiqués de presse. Les deux parties, par exemple, ont peut-être conclu un accord à propos de TikTok, mais cela pourrait inclure un accord pour ne pas en parler pendant les 3 prochains mois ou 6 mois, ou qui sait ce qu'elles ont pu faire d'autre. Ils ont peut-être modifié l'équilibre entre la part que la Chine conserve essentiellement et la part sur laquelle les Américains ont leur mot à dire, car cela faisait l'objet de négociations. Et évidemment, ce n'était pas facile à résoudre, puisqu'ils y travaillent depuis au moins 6 mois, voire plus, et qu'ils n'arrivent toujours pas à un accord. C'est pourquoi, à chaque échéance pour une résolution, M. Trump dit « Nous allons prolonger de 3 mois supplémentaires », et ainsi de suite. Ce sont des signes, pas que vous en ayez besoin, mais des signes qu'en dessous de la surface, d'autres choses se passent. Donc je suis un peu nerveux. Je comprends ce que Michael vient de dire, et cela a parfaitement du sens. Je ne veux tout simplement pas accorder trop d'importance à la façon dont les choses paraissent au moment de la réunion. Michael a tout à fait raison. Je n'ai jamais vu M. Trump sortir d'une réunion sans penser qu'il vient d'accomplir le meilleur travail imaginable, qu'il a obtenu les meilleurs résultats possibles. C'est clairement pathologique. Cela n'a rien à voir avec ce qui s'est réellement passé. Cela dit, je veux revenir en arrière et citer Michael de la semaine dernière, ou peut-être d'il y a 2 semaines. Michael a fait une très bonne présentation, avec humour, de ce qui s'était passé avec les accords conclus entre les États-Unis et la Corée du Sud d'une part, et le Japon d'autre part, dans lesquels la supercherie à laquelle nous assistons depuis 8 mois a été mise en œuvre. Souvenez-vous, vous leur imposez un tarif élevé, puis vous proposez, en échange d'une réduction de ce tarif élevé à un niveau inférieur, un accord, mais un accord qui exige un engagement de plusieurs centaines de milliards de dollars, disons sur les 5 ou 10 prochaines années, à investir aux États-Unis. Un accord assez similaire à celui conclu avec Ursula von der Leyen, vous savez, en provenance d'Europe. Le même type d'accord. Nous réduisons un peu les tarifs que nous avions fixés. Mais vous devez promettre, dans le cas de l'Europe, la promesse était plus importante, 750 milliards en achat d'énergie, plus 700 milliards en investissement. D'accord, c'était scandaleux. Et c'était tellement scandaleux qu'il fallait se poser la question qu'on met d'ordinaire de côté. Que se passe-t-il vraiment ici? Ont-ils vraiment pris cet engagement? Comment diable, entre toi, moi et le réverbère, les politiciens européens peuvent-ils se tenir devant leur propre peuple et expliquer qu'ils ne peuvent plus maintenir leur éducation gratuite, leur transport gratuit, leur logement subventionné ou leur service national de santé parce qu'ils n'ont plus d'argent puisqu'ils dépensent une fortune en gaz naturel liquéfié américain et investissent aux États-Unis. C'est un suicide politique. Même les Européens qui semblent très doués pour cette activité particulière, même eux n'iraient pas aussi loin. Donc, ma suspicion en écoutant Michael tout exposer était que ces gens concluent des accords sans aucune intention de les mettre en œuvre. Ils ont compris, et je vais citer Michael à nouveau, ils ont compris ce que Michael vient de dire à propos de Xi Jinping. Il se tient là, et il affiche, si je puis le citer, un sourire énigmatique. Et vous savez, il laisse M. Trump faire ce qu'il aime faire, c'est-à-dire donner l'impression d'être aux commandes, de passer un excellent moment et de réussir tout ce qu'il entreprend. Laissez-le faire. Peu importe, cela n'a plus d'importance. M. Trump ne sera plus là dans 3 ans. Et beaucoup de choses peuvent se produire en 3 ans. Sans parler de ce qui arrivera ensuite. Bien sûr, nous ferons ceci, nous ferons cela.
Et puis, quand il s'agit de réellement le faire, il y aura un retard, il y aura un problème, il y aura un aspect imprévu qui nécessitera de nouvelles négociations, encore et encore. C'est ce qu'on fait quand il n'est pas politiquement opportun de dire en face « non », parce qu'on ne sait pas ce que M. Trump pourrait faire s'il est acculé. Alors on ne le fait pas, on ne le fait pas. Vous avez découvert que c'est la meilleure façon. Il est très important de ne pas irriter ce type. Et si vous avez besoin d'un exemple concret, regardez simplement les interactions entre M. Trump et les Canadiens. Vous verrez un bon exemple de pourquoi il est plus sage de ne pas trop riposter, car vous allez en souffrir dans ce processus. C'est mon interprétation que les Sud-Coréens ont remercié Trump, parce que ce raid absurde ICE sur l'usine sud-coréenne en Géorgie leur a permis de se retirer de ce qu'ils avaient accepté. Les Japonais doivent être furieux en voyant la Corée du Sud d'un côté et la Chine de l'autre ne pas accorder à M. Trump ce qu'ils ont eux-mêmes été prêts à donner. Vous savez, ça place le Japon dans une position très très défavorable, tout comme l'Europe. Voilà donc mon point de vue. Mon point de vue, c'est que, comme cela ne fonctionne pas très bien, et parce que si je suis bien informé, il existe en réalité une sérieuse possibilité que la Cour suprême invalide une partie des mesures tarifaires de M. Trump. Il doit se préparer à l'image très négative que cela donnerait à l'ensemble de son action. Il a donc besoin de quelques succès. Et il doit aller en Asie, car le grand succès qu'il avait obtenu il y a quelques semaines s'est effondré. Il va maintenant tenter de le consolider par une visite et de nombreuses séances photos. À part cela, je ne pense pas que grand-chose ait changé. Eh bien, Richard, toi et moi avons un problème de prévision. C'est notre approche matérialiste de l'histoire. Nous partons toujours du principe que la chose la plus logique pour les autres pays est d'agir dans leur propre intérêt. Évidemment, cela ne nous aide pas à prévoir ce que l'Allemagne a fait, ni ce que beaucoup d'autres pays ont fait. Et lorsque je regarde les accords que la Corée a annoncés après les réunions avec Trump, ils ont dit, eh bien, nous allons renoncer aux 350 milliards de dollars. Souviens-toi, le Premier ministre de Corée a dit qu'il était impossible pour la Corée de payer une telle somme sans imposer essentiellement une politique d'austérité à son économie, comme tu l'as souligné. Et ce n'est pas le Japon, elle n'a pas du tout autant d'argent. Mais ils ont dit, nous acceptons les 350 milliards de dollars. Et Trump a précisé que 150 milliards de dollars de cette somme, une grosse part, serviront à construire un sous-marin à propulsion nucléaire. D'accord, c'est quelque chose dont la Corée s'attend à tirer profit, tout comme le complexe militaro-industriel américain profitera du sous-marin. Donc je peux comprendre qu'on investisse 150 milliards de dollars dans ce vaste projet de construction navale, puisque la Corée possède une industrie de la construction navale et que l'Amérique n'en a pas. D'accord, gain mutuel. Je ne sais pas quoi penser des 200 milliards restants en investissement en actions, car, comme tu viens de le souligner, cela ne s'est pas très bien passé en Géorgie. Et les garanties de prêt, je ne voudrais pas garantir quoi que ce soit dont Trump déciderait à qui l'argent revient, mais il semble qu'il l'ait promis. Ils ont aussi promis d'acheter davantage de pétrole américain. Bon, d'accord, je pense qu'ils le feront. Est-ce que cela veut dire qu'ils ne vont pas acheter de pétrole russe? Est-ce que ça veut dire qu'ils vont finir par ressembler à l'industrie allemande? Eh bien, c'est peut-être le cas. Mais au final, vous avez soulevé le point essentiel. Et si la Cour suprême déclarait invalides les tarifs que Trump a imposés? Elle pourrait dire que selon la Constitution, seul le Congrès peut adopter des tarifs. Eh bien, est-ce que cela permettrait à d'autres pays d'annuler les accords qu'ils ont conclus? D'autres pays pourraient dire,
Oh, nous avons conclu tous ces accords en échange d'une réduction des tarifs. Et maintenant qu'il n'y a plus de tarifs, nous n'avons plus à accorder les concessions que Trump exigeait. Donc il n'y a plus de concessions. Trump n'a plus aucun levier sur nous en menaçant de détruire le marché américain pour nous. Cela leur donnerait une porte de sortie. Ont-ils le courage de le faire? Et c'est la même chose avec le Japon. Le Japon a-t-il le courage de faire cela? Eh bien, juste avant que vous n'ayez la réunion en Corée, les pays de l'ASEAN en Asie ont conclu un accord de libre-échange entre eux, qui inclut le commerce avec la Chine. Il semble donc que, même avant le début des réunions, les pays asiatiques réfléchissaient déjà. Comment pouvons-nous remplacer le marché américain dont nous dépendons, afin que les États-Unis ne puissent pas utiliser leur commerce extérieur comme une arme et nous nuire comme ils l'ont fait en 1988 lors de la crise asiatique, lorsqu'ils ont écrasé nos économies financièrement par l'intermédiaire du Fonds monétaire international et nous ont forcés à privatiser et à vendre les secteurs stratégiques de nos industries aux investisseurs américains. Seule la Malaisie a pu éviter cette crise. Se souviendront-ils de cette expérience? Et est-ce cela qui les guide? Nous n'avons aucun moyen de le savoir. Personne n'en a parlé du tout. Mais évidemment, lorsqu'ils ont conclu un accord, ils pensaient de cette manière. Je veux revenir à la Chine. Voyons quel est le véritable intérêt de la Chine dans tout cela. Il y a plusieurs choses qu'elle voulait. Par exemple, si la Chine devait dire « Voici ce que nous voulons », l'une des principales choses serait de réduire toutes les contraintes imposées à la Chine. Par exemple, l'un des grands développements qu'elle a réalisé est sa propre industrie aéronautique, afin de concurrencer Boeing, Airbus et l'industrie aéronautique brésilienne. Mais l'autorité internationale des transports, contrôlée par les États-Unis, a refusé d'autoriser les avions chinois. Elle refuse simplement de les approuver. Cela signifie que les avions chinois ne sont pas autorisés à atterrir dans d'autres aéroports internationaux. C'est évidemment un blocus. Personne n'en a parlé lors de la réunion, mais c'est un sujet majeur en Chine. Je pensais que la Chine accepterait peut-être d'acheter davantage de Boeing en échange de la levée de ce blocage par les États-Unis. Mais apparemment, le problème est que tant que les compagnies aériennes occidentales dominent le marché de l'aviation, elles contrôlent également les réparations et les pièces de rechange. Elles peuvent essentiellement paralyser le transport aérien d'un autre pays simplement en refusant de réparer ou de fournir des pièces. Elles pourraient le faire. Les Chinois se sont également concentrés sur le fait que les États-Unis ont imposé des sanctions sur l'achat de machines de gravure néerlandaises et sur tout le conflit autour des puces informatiques. Il semble que cela se soit développé. Je pense que les petites lignes, une fois que tout sera révélé dans l'accord, signifieront que, eh bien, vous ne vous êtes pas conformé aux États-Unis. Essentiellement, ce qu'elle voulait dire lorsqu'elle a affirmé que le navire de la diplomatie internationale nécessite 2 capitaines pour fonctionner, c'est que le donnant-donnant, le soi-disant ordre fondé sur des règles conçues par les États-Unis, concerne en réalité la militarisation du commerce et de l'investissement, les contraintes, la capacité d'imposer des sanctions et le pouvoir de retenir les exportations que les États-Unis ont utilisées. Donc je pense que la Chine a dit « Nous sommes d'accord avec vous, Monsieur Trump. Nous allons appliquer la même logique à vous que celle que vous avez appliquée à nous. » Et si vous voulez que nous assouplissions les contraintes sur nos exportations vers vous, vous devez assouplir toutes les contraintes américaines et celles de vos satellites en Europe sur vos exportations vers nous. Ainsi, nous pourrons acheter les puces NVIDIA les plus sophistiquées. Nous pourrons acheter les machines de fabrication de puces aux Pays-Bas. Vous ne pourrez pas simplement saisir nos investissements en Europe ou aux États-Unis
comme vous avez saisi les 300 milliards de dollars de dépôts russes en Belgique. Il faut que ce soit un donnant-donnant, les mêmes règles pour nous que pour vous. Et si cette symétrie existe, alors nous pourrons aller dans ce sens. Il me semble, d'après les premiers rapports issus de ces réunions, que tout reposait sur un donnant-donnant et un retour en arrière. Et cela signifie que toute la dernière décennie d'édifices, de limites spécifiques destinées à paralyser l'industrie chinoise, l'industrie informatique, l'industrie aéronautique et d'autres secteurs, devra être démantelée. Je ne vois pas le Congrès faire cela. M. Trump pourra dire qu'il aimerait le faire et essayer d'en rejeter la faute sur le Congrès. Je suis sûr qu'il accusera les démocrates et les communistes d'extrême gauche, comme il aime le faire. Mais je ne vois rien de concret sortir de ces réunions, à part la Chine achetant du soja, comme elle le fait toujours, et quelques autres produits américains qu'elle peut utiliser de manière productive et qui profitent à la Chine. Je ne pense pas que la Chine fera quoi que ce soit qui ne lui profite pas, contrairement à la Corée et au Japon, qui, comme vous le dites, ne font rien, qui ne profitent pas aux États-Unis. Permettez-moi d'ajouter ceci. Je ne veux pas paraître intransigeant, mais je pense qu'il est raisonnable, à la lumière de l'histoire, de dire que c'est toujours ce qui se passe. Chaque camp abandonne ce qui compte le moins, puis manœuvre de toutes les manières possibles pour contourner, éviter ou édulcorer les choses. Et quand même cela ne fonctionne pas, alors vient tout le volet illégal, les activités clandestines. Je veux rappeler que l'un des grands obstacles à la conduite de cette guerre en Ukraine était la dépendance de l'Europe au pétrole et au gaz russe, que les Européens ne voulaient pas abandonner. Alors quelqu'un a fait sauter le gazoduc. Très bien, c'était une autre solution. Il n'était pas nécessaire d'obtenir l'accord d'Angela Merkel ou de quiconque pour prendre cette décision sur le plan politique. Vous avez forcé la question de cette manière. C'est ce que je pense qu'il se passe. Je ne pense pas que nous devrions être surpris. Je pense qu'ils ont décidé que la stratégie avec M. Trump, il leur a fallu 6 ou 7 mois pour voir à quel point tout cela est instable, incertain, chaotique. Quand j'ai évoqué la question des Nations Unies, je voulais dire la Cour suprême. Je voulais simplement l'utiliser comme exemple des nombreuses choses qui peuvent survenir et modifier le terrain sur lequel tout cela se joue. Mais vous savez, même si la Cour suprême dit que cela doit passer par le Congrès, dans un moment d'urgence, M. Trump fera voter le Congrès pour quoi que ce soit. En d'autres termes, il rétablira immédiatement tous les tarifs qu'il a mis en place en tant qu'acte du Congrès, car il peut contrôler, au moins pour une autre année, les votes au Congrès. Les votes seront serrés, mais il a de bonnes chances de les remporter. Donc, il essaiera cela. Ensuite, la question sera, en attendant que cela se règle, s'applique-t-il ou non? Et puis il y aura un différend et une autre réunion dans une capitale mondiale pour tenter de le résoudre. Cela ne s'arrête jamais. Ce genre de choses ne s'arrête jamais. Et pendant que je suis impressionné, Michael a tout à fait raison d'être impressionné par ce que les Européens sont prêts à faire pour se détruire eux-mêmes. Et je suppose que c'est parce qu'ils pensent que toute autre option qu'ils choisiraient serait encore pire. Mais si vous êtes un bon dirigeant politique, vous savez que le but du jeu n'est pas de faire le bon choix dans un moment d'extrême tension, mais d'éviter que la situation n'en arrive là. C'est votre travail en tant qu'homme ou femme politique. Ne laissez pas les choses atteindre le point où vous devez choisir entre quelque chose d'horrible et quelque chose d'encore plus horrible. Si c'est le choix qui s'offre à vous, vous avez déjà échoué. Et oui, vous vous féliciterez d'avoir fait le choix qui n'était pas le pire.
Mais toute personne, un tant soit peu lucide, sait que la véritable erreur a été de laisser la situation en arriver là, ce que les Européens ont précisément fait. C'est pourquoi ils sont si désespérés, coincés dans une impasse dans laquelle ils se sont laissés enfermer. Ils ont besoin d'un bouc émissaire extérieur cataclysmique, d'un ennemi, et c'est le rôle de la Russie. Monsieur Poutine est devenu un nouveau Staline, encore plus diabolisé, car il faut exagérer la dangerosité de son ennemi quand on a si mal géré ses propres problèmes existentiels. Voilà ce qui se passe. C'est en partie ce qui s'est produit aussi aux États-Unis. Nous avons poussé trop loin la période néolibérale. Nous avons anéanti de larges pans du bien-être de la classe ouvrière américaine. Et ensuite, nous sommes surpris que par réaction, cette même classe ouvrière porte Donald Trump au pouvoir. Vous savez, vous avez laissé cela se produire. La classe dirigeante de ce pays a laissé cela se produire. C'est sous leur surveillance. Ce sont eux qui étaient enthousiastes. Ce sont eux qui doivent se demander, du moins les quelques-uns d'entre eux qui sont intelligents, comment, ces dernières années, Xi Jinping en est venu à diriger le monde en prônant le multilatéralisme, le multinationalisme, le libre-échange, une économie ouverte, tandis que les États-Unis se referment rapidement sur un nationalisme économique. Et oui, le résultat final de cette dichotomie, c'est que l'un ou l'autre finira par céder. Et si Michael a raison, et je pense qu'il a raison, alors M. Xi Jinping a essentiellement dit « Très bien, si c'est ainsi que vous voulez jouer, nous jouerons le jeu du nationalisme, et nous sommes mieux placés que vous pour le faire. » Ce qui est exact. Regardez l'accord de l'ASEAN. C'est un renversement considérable de ce que les États-Unis essaient de faire, fermer le libre-échange. Non, eux ouvrent le libre-échange. Ils le font à l'échelle régionale, étape par étape. Ils créent leur propre marché, tous, afin de ne pas dépendre des États-Unis. Cela me semble clair et évident. Qu'ils devraient faire cela, que la Chine devrait prendre la tête, et que les Sud-Coréens et les Japonais, clin d'œil, cherchent à faire de la Chine davantage leurs clients, car les États-Unis sont trop peu fiables. Michael, penses-tu que le Japon est en train de devenir l'Allemagne de l'Asie? Michael, avant d'en venir à ton commentaire, voici ce que Pete Hex a dit avant la rencontre entre Xi et Donald Trump. Le ministre et moi avons discuté aujourd'hui du fait que la situation sécuritaire autour du Japon et dans la région demeure, comme il l'a dit, et nous en convenons, grave. Les menaces auxquelles nous faisons face sont réelles et urgentes. Le renforcement militaire sans précédent de la Chine et ses actions agressives parlent d'eux-mêmes. C'est pourquoi le programme du président Trump, la paix par la force, est si important. Le plan, Michael, aujourd'hui pour l'Allemagne, c'est de militariser le pays, d'une certaine manière, de fragiliser l'économie. L'Allemagne a beaucoup souffert pendant le conflit en Ukraine, et on parle à nouveau de remilitarisation. Il semble qu'il veuille orienter l'argent, le budget, vers le complexe militaro-industriel. À ton avis, cela va-t-il aussi arriver au Japon? Eh bien, souvenez-vous, cela est déjà arrivé au Japon une fois, avant que cela n'arrive à l'Allemagne. Dans les accords du Plaza de 1985 et les accords du Louvre, le Japon a accepté les exigences américaines d'augmenter son taux de change, rendant ses voitures invendables aux États-Unis, et d'accepter des limites quantitatives imposées par les États-Unis sur le nombre de voitures qu'ils pouvaient exporter vers ce pays. Depuis 1990, le Japon a traversé ce qu'on a appelé la décennie perdue, ou peut-être pourrait-on dire la génération perdue. Son économie s'est contractée, sa population diminue,
et ses taux de natalité ont chuté, chuté, chuté. Il a donc déjà emprunté cette voie une fois, et il semble avoir décidé qu'il pouvait vivre avec. Ce sont des gens très patients. Ils se sont donc déjà résignés à tout cela. Et le fait qu'ils aient accepté d'acheter davantage d'armes américaines qui ne fonctionnent pas, ils ont accepté d'augmenter leurs achats de riz américain à 75%, même si par le passé le Japon a déclaré ne pas aimer le riz américain. Il contient des pesticides, il n'a pas aussi bon goût, et il se vend beaucoup moins cher dans les magasins que le riz japonais. Eh bien, ils ont accepté. Les dirigeants ont dit, nous nous moquons du type de riz que les Japonais aiment manger. Nous allons leur faire avaler du riz américain, parce que cela rend l'Amérique à nouveau grande. Ils ont également accepté d'augmenter leurs achats d'armes, même si les armes américaines sont aussi mauvaises que le riz américain, passant de 2000 à 2500 milliards de yens. Cela représente une augmentation de 25% de leurs achats d'armes américaines. Il y avait une certaine inquiétude aux États-Unis que le Japon puisse demander aux Américains de payer des loyers plus élevés pour leurs bases militaires là-bas. Et à la place, Trump a dit au Japon, « Vous allez devoir nous payer pour partager le fardeau de la lutte contre la Russie. Vous allez devoir payer davantage pour nos coûts d'occupation, afin que nous puissions nous assurer que vous ne fassiez rien qui profite davantage au Japon qu'aux États-Unis. » C'est un accord perdant-gagnant. C'est ce qu'il a promis pour sa politique étrangère, et le Japon s'y conforme. Il y avait eu toutes ces discussions avant les 2 dernières semaines, avant la réunion, lorsque la nouvelle première ministre du Japon, qui a toujours été très pro-américaine, a déclaré qu'il pourrait y avoir un plan B. Elle allait accroître le commerce avec la Chine, elle allait l'ouvrir. Et je pense que tout cela était une menace de la part du Japon, disant « Vous savez, nous avons une alternative. Il existe un plan B. Nous pouvons toujours commercer avec la Chine. » Je pense que tout ce discours visait simplement à essayer de minimiser les exigences que les États-Unis allaient formuler. Mais les États-Unis imposent encore des droits de douane assez lourds sur les exportations de voitures japonaises. L'important, c'est que toute l'industrie automobile est en train de passer aux véhicules électriques. Et c'est là que la Chine dispose d'un énorme avantage en termes de prix, avec ses voitures électriques à bas coût, alimentées par batterie. Cela menace non seulement les industries automobiles américaines, allemandes et européennes, mais aussi les japonaises et coréennes. C'est ce dont personne ne parlait vraiment dans tout cela. Le véritable enjeu, c'est que si le Japon ne peut pas exporter ses voitures vers les États-Unis et que Trump impose, je crois, une taxe de 15% sur celle-ci, le Japon conserve encore une certaine compétitivité avec les voitures à essence. Mais la question est de savoir ce qui va se passer avec les véhicules électriques, surtout maintenant que Trump est en conflit avec Elon Musk à propos des voitures électriques. Et s'il ne se dispute vraiment pas avec Musk, il peut dire « D'accord, je vais laisser entrer les automobiles chinoises, et voilà pour toi. » Le Japon a également accepté de continuer à dépendre du pétrole américain et de ne pas poursuivre ses discussions avec la Russie sur la fin officielle de la Seconde Guerre mondiale et la répartition du contrôle des îles. En acceptant d'acheter davantage de pétrole américain, il a convenu de ne pas acheter plus de pétrole russe. Nous devrions comprendre qu'un des sujets non abordés après les réunions entre les États-Unis et la Chine concerne toutes les règles américaines interdisant à la Russie d'exporter du pétrole. Les sanctions censées punir les pays, les banques, les industries et les compagnies maritimes qui achetaient du pétrole russe. Eh bien, il semble que les États-Unis ne vont pas appliquer ces règles contre la Chine. Ils vont les appliquer contre l'Inde, mais pas contre la Chine.
Ce qui n'a pas été dit à propos des réunions, ce dont on n'a pas parlé dans les discussions, ce sont les résultats les plus importants des récentes sanctions de Trump. Il me semble que la Chine a dit « Nous n'allons pas suivre vos sanctions. Si vous essayez vraiment de nous empêcher d'acheter du pétrole, où nous le voulons, dans le cadre du libre-échange, alors nous nous retirerons de nos accords de libre-échange avec les États-Unis, et je pense que vous serez perdants à ce jeu-là. » Il y a une autre chose que je veux dire à propos de ce que Richard a dit sur la classe dirigeante aux États-Unis, qu'il affirme à juste titre ne pas agir dans son propre intérêt. Eh bien, dans l'intérêt de qui agissent-ils? Je pense que si l'on regarde quels intérêts ne sont pas lésés, ce ne sont pas ceux des industriels qui semblent diriger la politique, c'est le secteur financier, le secteur rentier, la finance et l'immobilier, le secteur FIRE, ainsi que les monopoles de la Silicon Valley et l'industrie pétrolière. Leurs industries, leurs intérêts ont tous été soutenus, tout comme le complexe militaro-industriel. Ainsi, il semble que la classe dirigeante aux États-Unis ne soit pas l'industrie, c'est le complexe militaro-industriel, qui n'est pas exactement une industrie capitaliste. C'est un système de type coût majoré, keynésien ou de distribution corrompue. L'industrie pétrolière repose sur la rente des ressources naturelles, et la finance et l'immobilier forment une société rentière. C'est une classe dirigeante de la finance capitale, pas vraiment une classe dirigeante d'industriels. Et je pense que c'est ainsi qu'on peut expliquer pourquoi les sanctions américaines se sont si mal retournées contre les États-Unis du point de vue du développement industriel américain et de sa main-d'œuvre. Pourquoi les États-Unis ne soutiennent-ils pas l'industrie et favorisent-ils à la place les secteurs de la finance et du capital? Parce que l'industrie fait quelque chose que les autres ne font pas. Elle emploie des travailleurs. Et si vous employez des travailleurs, les salaires vont augmenter. Il existe encore ici une guerre de classe contre le travail, partagée à la fois par les démocrates et les républicains. Je pense que si l'on examine les accords et qui en bénéficient ou en souffrent, si on les considère du point de vue de cette guerre de classe intérieure, sur laquelle vous avez sans doute beaucoup à dire, cela révèle davantage qui détient réellement le pouvoir, à savoir les donateurs derrière Trump. Richard, laissez-moi poser une question de notre public. La voici. La Chine devrait-elle faire confiance à la sécurité du soja qu'elle reçoit des États-Unis? Quelle est votre compréhension du comportement de la Chine jusqu'à présent? Car comme nous le savons, le président Xi a déclaré que la Chine souhaitait coopérer avec les États-Unis. Ces deux pays, en particulier les États-Unis, sont-ils disposés à instaurer la confiance en matière de commerce? Je pars du principe qu'ils testeront ces graines de soja très soigneusement. La plupart des pays effectuent ce genre de tests lorsqu'ils importent, pour toutes sortes de raisons. Donc je pars du principe qu'ils le feront. S'ils se plaignent et disent qu'il y a quelque chose d'insuffisant à leur sujet, eh bien ça veut dire quelque chose. Pas forcément qu'il y a réellement un problème, mais qu'ils ont une raison de ne pas vouloir les acheter. Je veux dire, je ne vais pas me disputer avec les Japonais. Ils ont tout à fait le droit de préférer le riz qu'ils veulent. Mais dire que ça n'a pas aussi bon goût, c'est, vous savez, d'accord. C'est un gouvernement qui veut réagir. Et je comprends pourquoi les Japonais voudraient réagir. Vous savez, depuis des années, il existe un conflit entre les États-Unis et l'Europe. Les Européens affirment qu'ils ne veulent pas autoriser les États-Unis à exporter des poulets. Car, aux États-Unis, les poulets sont élevés de manière industrielle, ce qui, si vous avez la moindre compassion pour le règne animal, vous horrifierait. Si vous avez déjà visité l'une de ces usines à poulets, c'est au-delà de toute histoire d'horreur que vous pourriez imaginer.
Mais ils ne pouvaient pas vraiment agir jusqu'à ce qu'ils trouvent l'argument suivant. Il s'avère que l'une des procédures chimiques normales effectuées sur un poulet mort consiste à le tremper dans du chlore. En Europe, on appelle donc cela le poulet chloré. Et ils ont toutes sortes de préoccupations sanitaires concernant l'ingestion de chlore quand on mange du poulet. Vous savez, je trouve cela amusant. Tout cela est peut-être vrai, je n'en sais rien. Mais je sais que les autorités de ces pays ne font pas cela sans une bonne raison. Et ceux qui gagnent de l'argent en transformant des poulets en Europe achetés aux États-Unis viennent de perdre un combat contre ceux qui profitent du fait de les garder à l'écart. Et le gouvernement a décidé dans quel sens aller, puis a fait appel aux bonimenteurs qui ont inventé l'argument du chlore, qui est peut-être vrai. Je ne suis pas chimiste, je n'en ai aucune idée. On pourrait en parler sans fin. Ce genre d'argument fait partie depuis longtemps des négociations commerciales internationales, car dans chaque soi-disant accord de libre-échange, des intérêts ont toujours cherché à obtenir des exemptions. Par exemple, tout au long de la période néolibérale aux États-Unis, à partir des années 1960, lorsque le pays dominait l'économie mondiale, il s'est réservé une exemption pour les camionnettes. Je crois que nous en avons déjà parlé. Dès le début des années 1960, les États-Unis ont négocié un tarif douanier, l'ont imposé à tous les autres, et ce tarif s'appliquait aux camionnettes fabriquées à l'extérieur du pays et importées. En fait, je crois même que cela était lié au commerce du poulet. Mais en tout cas, le point important est qu'un tarif douanier a été imposé sur les camionnettes, offrant aux constructeurs automobiles américains une manne de profit, car ils pouvaient bloquer la concurrence de Volkswagen et de tous les autres Européens capables de produire une camionnette meilleure et moins chère. Mais désormais, ils ne pouvaient plus les importer, car avec le tarif, cela devenait trop coûteux. Et soudain, Ford et General Motors, à une époque où ils faisaient déjà face à une concurrence qu'ils savaient être sur le point de perdre, ont trouvé leur salut. Ils avaient un type de véhicule pour lequel ils pouvaient, eh bien, que devaient-ils faire? Ils devaient convaincre le jeune homme américain que sa virilité était liée à la possession et à la conduite d'une camionnette, qu'il en ait besoin ou non. Cela n'avait rien à voir avec le besoin réel. Tu étais viril. C'était de la même manière que Marlboro vendait ses cigarettes. C'est ainsi que les constructeurs automobiles fonctionnaient. Tu descendais de ton cheval, une Marlboro à la bouche, et tu montais dans ton pick-up pour finir ta Marlboro. Tu étais désormais un vrai homme. La culture américaine avait à voir avec un tarif imposé au milieu d'un régime antitarifaire et de libre-échange. Aujourd'hui, on voit des politiciens se ranger du côté des États-Unis. Michael a peut-être raison, ils sont peut-être vraiment en train de céder, mais je n'en suis pas si sûr. Je pense que c'est leur stratégie à court terme, certes, mais ils partent peut-être du principe, et je crois que c'est le cas, qu'il y aura des moyens de minimiser, de reporter, d'éluder, et à terme, d'annuler tout ce à quoi ils consentent avec ce monsieur. Et lui aussi finira par passer. Et c'est là-dessus qu'ils vont se concentrer. Eh bien, c'est certainement la chose logique à faire pour eux, Richard. Vous avez tout à fait raison. Je suppose que l'équivalent du commerce automobile d'il y a un demi-siècle, c'est aujourd'hui le commerce de l'informatique. Et juste avant la rencontre de Trump avec le président Xi, il y a eu la réunion de NVIDIA, au cours de laquelle son dirigeant, M. Wang, a déclaré aux journalistes lors de sa conférence de presse que NVIDIA continue d'être exclue du marché chinois en raison des restrictions américaines et que cela va nuire davantage à l'Amérique qu'à la Chine. Il a prononcé son grand discours et a expliqué que sans exporter davantage vers la Chine,
même si Nvidia est devenue, je crois, une entreprise de 4 000 milliards de dollars hier et que ses actions s'envolaient à la bourse de New York. Sur les marchés asiatiques, les développeurs ou fabricants de puces chinois grimpaient encore plus. Ils ont fortement augmenté avec le départ de Nvidia du pays, et il est certain que les investisseurs en Chine et sur le marché boursier chinois estiment que les États-Unis ne vont pas lever leurs restrictions sur les exportations de puces informatiques avancées de Nvidia. Donc tout ce discours optimiste du type « si vous faites ceci, nous ferons cela et tout le monde sera content », ces grands « si » ne vont pas se concrétiser. Je peux affirmer, de manière plus convaincante, que cela va se produire pour le marché des puces informatiques et les accords de l'Amérique avec la Chine plus que je ne peux le dire pour la Chine, la Corée et le Japon. Mais bien sûr, chacun de ces pays a des partis minoritaires et il se peut que, et la façon de faire en sorte que ta prévision se réalise, Richard, les électeurs coréens et japonais réagissent exactement comme l'ont fait les électeurs européens. Ils veulent chasser les vauriens du gouvernement actuel. Les électeurs coréens disent « Nous voulons mettre la Corée d'abord, pas l'Amérique d'abord. La guerre de Corée est terminée. » Et les électeurs japonais diront « La Seconde Guerre mondiale est terminée. Elle ne sera vraiment terminée que lorsque nous aurons signé un accord avec le Japon pour y mettre officiellement fin, car elle est encore techniquement en cours. Nous voulons mettre fin à la guerre et, en y mettant fin, mettre fin à l'occupation américaine et réorienter notre commerce vers ce qui est le mieux pour le Japon, pas pour les États-Unis. Ainsi, ce défi politique intérieur en Corée et au Japon peut refléter le même type de réaction nationaliste des électeurs que nous observons dans les satellites américains en Europe, de l'Allemagne à la France en passant par l'Angleterre. C'est là la partie intéressante, c'est la dynamique politique à l'œuvre. Tu es en sourdine. Richard, quand les Européens regardent ce qui s'est passé entre les deux présidents, que ressentent-ils, selon toi? Eh bien, je pense que les Européens me donnent toujours l'impression d'être comme le proverbial cerf dans les bois, pris dans les phares d'une voiture qui arrive, figé dans une position extrêmement vulnérable et dangereuse, mais d'une certaine manière tellement hypnotisé qu'il ne peut pas s'en échapper. J'ai été frappé par les résultats des élections néerlandaises. Je ne suis pas un expert des Pays-Bas, mais le candidat de droite, anti-immigration, qui a été battu ces derniers jours, et un adversaire plutôt centriste ou centre-gauche est en train d'arriver. Il faudra former un gouvernement de coalition. Les Néerlandais ont cette notion de liberté de choix politique. Ils avaient 15 partis en lice, dont la plupart ont obtenu un ou plusieurs sièges au Parlement. Leur démocratie fonctionne différemment. Ils croient réellement qu'il devrait y avoir des différences qui négocient entre elles. Non seulement pour les votes, mais aussi une fois que l'on obtient, vous savez, la représentation proportionnelle. Ainsi, si vous obtenez un certain nombre de votes, vous obtenez ce nombre de sièges au Parlement et la négociation est continue. Il faut résoudre ces différends. Heureusement, ici aux États-Unis, nous ne permettons rien de tel. C'est le principe du « le gagnant rafle tout ». Donc il n'y a plus de négociation une fois l'élection terminée. Et nous appelons cela la démocratie uniquement parce que nous ne savons pas ce que ce mot signifie. Quoi qu'il en soit, les Européens sont dans un état terrible, terrible, terrible. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Les statistiques, si on les examine d'un point de vue macroéconomique, sont très mauvaises. L'Angleterre va très mal, et l'Allemagne aussi. La France ne se porte pas bien. L'Italie est étrange, l'Espagne est trop petite, et le reste est minuscule. Rien n'est résolu. Tout est cédé aux États-Unis.
Leur énergie, beaucoup trop chère, est verrouillée pour les 5 ou 10 prochaines années, si je comprends bien ce qu'ils font. Ils continuent de dénoncer la Russie, ce qui ne leur apporte rien à ce que je vois. Et ils continuent de mener la guerre en Ukraine qu'ils sont en train de perdre. Donc si l'on additionne tout cela, c'est une situation terrible, vraiment terrible. Ils grignotent leur filet de sécurité sociale, et cela met en colère les populations de ces pays. Certains vont vers la droite, d'autres vers la gauche. Mais dans tous les cas, le centre, qui a été si confortable en Europe pendant si longtemps, en est maintenant réduit à faire de la politique de façade, pas de la vraie politique. Ils remarquent la montée de la gauche, ils remarquent la montée de la droite, et ils ne voient aucun salut. Et il n'y aura pas de salut, à moins qu'ils ne rompent avec l'une ou l'autre des chaînes qui les retiennent à ce stade. L'aile droite n'offre pas grand-chose. Et si j'étais à sa place, il me faudrait inventer quelque chose de nouveau, car battre le tambour sur les immigrés ne fonctionne pas. Au bout d'un moment, cela paraît aussi laid que ça l'est en réalité. Et cela ne résout pas le problème. Ce sera aussi un problème aux États-Unis. Exporter les personnes les plus pauvres de votre pays, les immigrés sans papier, ne résoudra pas les problèmes économiques des États-Unis. Ce n'est tout simplement pas le cas. Ils ne sont pas assez nombreux, ils n'occupent pas les postes concernés, et les effets secondaires inquiétants d'une telle mesure ne compenseraient en rien les éventuels bénéfices que vous pourriez en tirer. Donc oui, cela peut être une manœuvre politique habile. Pendant un certain temps, les gens pourraient croire que traiter les immigrés comme l'ICE les traite est nécessaire, mais cela ne résoudra pas le problème. Et au bout d'un moment, ce problème, restant sans solution, poussera les gens vers de nouvelles directions. Mardi prochain, les habitants de New York semblent prêts à montrer à tout le monde quelle est cette nouvelle direction. Eh bien, je pense, Richard, que nous sommes tous deux d'accord pour espérer que le Japon et la Corée ne seront pas aussi serviles que l'Europe l'a montré. Et si un parti se dit de centre-gauche, cela signifie qu'il n'est pas de gauche. Centre veut dire que nous ne sommes pas de gauche, et cela veut dire que nous sommes à droite. C'est mon point de vue, et c'est là le problème politique. Oui. Eh bien, celui qui est arrivé en tête se dit aux Pays-Bas de centre-gauche. Mais pour gouverner, il a déclaré qu'il allait former une coalition avec la véritable gauche. Donc la question, c'est ce que cela pourrait signifier. Merci beaucoup, Richard et Michael. Un grand plaisir, comme toujours. D'accord, merci. À la semaine prochaine. Bye bye.